On y أهلا va, وسهلا. très bien. On peut commencer? On commence. Je le message là. Bonjour, bonjour monsieur, la madame. عبد عتيقة. Bonjour Adi. Bonjour tout le monde. Alors, nous allons commencer sans trop tarder. Bonjour, c'est la direction de la formation. Je parle au nom de la docteur Goubem, je parle au nom de la direction de la formation. Nous allons enchaîner comme on l'a fait ces dernières semaines avec les maladies néphrotiques. Nous avons vu certaines pathologies, nous avons eu affaire à l'enfant. Cette fois-ci, nous abordons un peu en retard un des volets des maladies rénales et qui concerne le ramadan. Nous allons aborder un sujet un peu particulier, un sujet de routine, comment gérer une maladie rénale chronique pendant le jeûne. Nous avons avec nous ici le professeur Larbaoui, chef de service de néphrologie du CHU Parnay, Nafissa Hamoud. Et nous avons le plaisir de l'avoir avec nous depuis 40 minutes au télé, ou 45 minutes. 40 minutes. Bon, je vais vous Recording donner, in progress. je vous laisse prendre la parole, juste pour attirer l'attention des participants, comme toujours. Vous avez la partie chat, vous mettez vos questions au fur et à mesure. Dès qu'elle finit la communication, et c'est à elle de voir si elle veut interrompre sa communication au milieu et discuter avec vous, si elle veut continuer jusqu'à la fin et reprendre avec vous. Professeur, est-ce que vous pouvez en même temps voir le chat, la discussion? Je vais voir. Peut-être que je ne vous poserai pas la question tout à l'heure. Vous arrivez à voir les deux? J'essaye. Donc, non, non, ça s'affiche pas. Là, c'est très bien. Donc, dès la communication, on reprend avec le chat, sinon je vais vous aider moi. Très bien. Il n'y a pas de problème. On essaiera de voir ça. Pour le moment, la personne qui dit on n'entend pas, on s'entend très très bien sans aucun parasite. C'est à votre niveau. Essayez de régler ça à votre niveau. OK? Très bien. On commence. Je vous laisse vous présenter de nouveau. Très bien. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, c'est professeur Arbaoui Ibtissam. Je suis médecin néphrologue à la faculté de médecine d'Alger et chef de l'unité hospitalisation femmes à l'hôpital Parnay. Donc, je remercie donc l'équipe de la formation du ministère de la Santé et surtout Dr Gouguem pour cette invitation qui va me permettre de vous parler Ramadan et maladie rénale chronique. Donc, le mois de Ramadan, il a une signification religieuse. Ramadan est un mois sacré pour les musulmans, marqué par la révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le neuvième mois du calendrier islamique. Le jeûne pendant le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est obligatoire pour tous les musulmans adultes en bonne santé. C'est un mois lunaire qui dure entre 29 et 30 jours. La durée du jeûne peut varier de quelques heures à 20 heures selon la saison et la situation géographique. L'abstinence du lever au coucher du soleil porte sur les aliments, les boissons et le tabac. La majorité des pratiquants consomment 2 repas, un après le coucher de soleil, iftar, et un autre avant le lever du soleil, le suhoor. Le Coran exempte les patients malades, particulièrement si le jeûne les expose à des risques. كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. C'est un mot de spiritualité et introspection.
C'est un temps de réflexion, de purification spirituelle et de rapprochement de Dieu. C'est un moyen de renforcer la foi, la patience, l'autodiscipline et la compassion envers les autres. Pendant le Ramadan, on est encouragé à se détourner des distractions matérielles et à se concentrer sur la relation avec Dieu et sur la charité avec les autres, envers les autres. C'est un mois aussi de solidarité et de communauté. Le Ramadan est également un moment de solidarité, de partage, de renforcement des liens communautaires. On se réunit pour rompre le jeûne ensemble à l'iftar et pour prier ensemble tard dans la nuit. Les pratiques sociales telles que les repas partagés, les dons de charité et les visites familiales sont courantes pendant ce mois. C'est un, c'est un mois aussi de réflexion. Donc, sur le plan physique, le jeûne pendant le Ramadan offre de nombreux avantages potentiels pour la santé, tels que la purification du corps et l'amélioration de la santé digestive. Il peut constituer une bonne occasion pour améliorer l'hygiène de vie des patients et donc un meilleur équilibre des chiffres tensionnels. Sur le plan mental et émotionnel, le jeûne peut aider à développer la maîtrise de soi, à accroître la gratitude et à promouvoir la compassion envers les moins fortunés. Il améliore la santé mentale, diminution du stress, anxiété et dépression. L'effet du jeûne du Ramadan sur le métabolisme, par modification des horaires et teneur des repas, 2 à 3 repas du coucher au lever de soleil, apport en liquide et rythme circadien qui vont changer, diminution du sommeil, impact sur la sécrétion hormonale, inversion du cortisol, diminution d'adiponectine et augmentation de la leptine, diminution sensibilité à l'insuline, modification aussi du microbiote intestinal. Et par rapport au poids, il y a des données contradictoires, plutôt petites, baisse transitoire. Pour les lipides, il y a une diminution du LDL cholestérol et triglycérides. Et si on parlait maintenant du rein, effet du jeûne du Ramadan sur le rein. Il y a une étude qui a été faite donc par Naaman El-Abden qui a inclus 1199 patients. C'était une étude qui a été faite en 2029, elle est très récente. Ils ont essayé de voir, donc après le mois de Ramadan, quels sont les patients qui ont développé une insuffisance rénale aiguë. Parmi ces 1199, les patients qui ont développé une insuffisance rénale aiguë, c'était beaucoup plus des patients âgés qui dépassaient 60 ans, des hypertendus, des cardiopathes, des patients cancéreux, et surtout des patients qui étaient sous ARA2, des inhibiteurs de l'angiotensine ou ceux qui étaient sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, les sujets qui sont sains n'ont pas développé d'atteinte rénale. Donc, avec le jeûne, le rein peut être équilibré, il n'y aura pas de souci. Mais ceux qui ont des antécédents, donc prise d'anti-inflammatoires, prise d'ARA2, ceux qui ont des comorbidités, cardiopathie, HTA, ou ceux qui sont âgés, peuvent développer une atteinte rénale ou une insuffisance rénale aiguë. Le jeûne n'est pas sauf, il n'est pas surtout pour les êtres humains. Le jeûne, on le voit par exemple, par la recherche scientifique s'intéresse aux effets de privation de nourriture à l'aide de différents modèles, in vitro et in vivo. Depuis 40 ans, beaucoup d'études ont été réalisées sur le manchot empereur qui pèse 40 kilos et qui peut jeûner jusqu'à 100 jours d'affilée sans manger. Donc même les animaux peuvent jeûner. En pratique, beaucoup de patients à haut risque de complications insistent pour jeûner durant le mois de Ramadan, créant ainsi des problèmes de prise en charge pour eux-mêmes et un défi pour les médecins qui les prennent en charge. Le conseil qu'on va donner à nos patients avec maladie rénale chronique, puisqu'on parle du rein, de jeûner ou non, il a deux aspects, un aspect médical et un aspect religieux. Un aspect médical, effet du jeûne sur le rein malade. Un aspect religieux, la définition des maladies, à qui on donne la permission de rompre le jeûne. Est-ce que c'est une fatwa? Oui. Donc, en connaissant les indications et les contre-indications médicales, en étant musulman, on va pouvoir orienter nos patients. حد المرض الذي يبيح الفطر. دونك المطلب الأول المرض الذي يزيد بالصوم. إذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه ولا يضره فله أن يفطر، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول جمهور العلماء.
المطلب الثاني المرض الذي يضر الصائم ويخاف معه الهلاك. إذا كان المرض يضر الصائم وخشي الهلاك بسببه فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب الجمهور. المطلب الثالث وهو المرض اليسير، من مرض مرضا لا يؤثر في صومه ولا يتأذى به مثل الصداع اليسير أو وجع الضرس فلا يحل له أن يفطر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. On parle de Ramadan, on parle du jeûne. Pourquoi? Puisque tout simplement le nombre des musulmans ne fait qu'augmenter dans le monde. Vous savez, en 2020, le quart de la population mondiale est musulmane. 24% de la population mondiale, c'est des musulmans. Si on revient aux reins et aux patients avec maladie rénale chronique, est-ce qu'on va oser dire à nos patients de ne pas jeûner? Et si on se posait la question, qui sont ces patients? Qui sont les patients avec maladie rénale chronique? C'est une population hétérogène. Il y a des patients avec maladie rénale chronique, les 5 stades, stade 1, stade 2, pardon, stade 1, 2, 3 et 4 et 5. Il y a les patients hémodialysés, il y a les patients qui font la dialyse péritonéale continue ambulatoire ou la dialyse péritonéale automatisée, il y a les patients greffés, transplantés rénaux, il y a les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë, ceux qui ont des lithiases, ceux qui sont sous corticoïdes, sans oublier les comorbidités, HTA, diabète et cardiopathie. Dire aux patients de jeûner ou non pendant le mois de Ramadan, c'est un peu difficile. C'est avoir un équilibre entre des moments critiques pour la maladie rénale chronique et un moment fort sur le plan religieux et le contexte social. Pour la maladie rénale chronique, dans le monde, vous savez que le nombre des patients avec maladie rénale chronique dans le monde est un nombre effrayant. C'est une maladie qui ne cesse d'augmenter. Les dernières statistiques qu'on a, c'est on a 843 millions de patients avec maladie rénale chronique dans le monde. C'est des statistiques de 2017, qui veut dire 1 sur 10 ont une maladie rénale chronique. C'est un chiffre effrayant. Qui sont ces patients? La majorité, c'est des femmes, des sujets âgés, des sujets qui sont diabétiques, hypertendus. Les dernières statistiques ont montré que d'ici 2040, la maladie rénale chronique sera la 5e cause du décès dans le monde. C'est une pathologie holistique qui peut toucher toutes les catégories, du nouveau-né, l'enfant, la femme enceinte, les sujets jeunes, les sujets âgés et les sujets moins âgés. C'est une pathologie qu'on peut diagnostiquer facilement et difficilement, on va dire facilement. Il suffit d'une chimie des urines et d'un bilan rénal, mais il faut y penser. Comment on va penser à un patient qui a une maladie rénale chronique? Tout simplement, devant toute asthénie, il faut y penser. On doit faire un bilan rénal une fois par an, une fois on dépasse 40 ans. On doit faire un bilan rénal pour les patients qui ont des comorbidités, diabète, HTA surtout, puisque la majorité des patients qui ont une maladie rénale chronique, c'est des diabétiques. Je voulais insister par rapport à une catégorie de patients qui ont une maladie rénale chronique et qui ne fait qu'augmenter. Qui sont ces patients? C'est les patients qui prennent des herbes, des tisanes pour maigrir ou pour autres indications. Donc, dans le monde entier, on a remarqué que le nombre de cette catégorie de patients ne fait qu'augmenter. Alors là, chez nous, en Algérie. La maladie rénale chronique, il faut la classer. Il faut la classer selon la clairance. Donc, on va classer nos patients. Un patient qui a une fonction rénale normale, il a une clairance qui dépasse 60 millilitres minute. À partir de 60, on parle d'une insuffisance rénale chronique. On doit le classer pourquoi? Puisque selon la prise en charge de ces patients, on peut retarder le stade terminal de l'insuffisance rénale et éviter ou retarder la dialyse. Donc, si on prend un exemple, par exemple, un patient qui a une clairance entre 60 et 30, il a un risque d'arriver au stade terminal au bout de 5 ans. Si on améliore la prise en charge, on peut retarder cette complication. Un patient qui a une clairance entre 30 et 20, il peut arriver au stade terminal dans 2 ans. Et celui qui est entre 20 et 10, il arrive au stade terminal dans 2 ans. Le risque est supérieur à 40%. Donc, c'est une population à haut risque. Quand on classe nos patients, il faut savoir que les patients qui ont une insuffisance rénale stade 5,
Donc, vous voyez sur la diapo, donc stade 5, ils ont un pronostic sur le plan cardiovasculaire qui est très élevé. 6 ans plus de protéinurie, le risque augmente de plus en plus. Ces patients, donc, pour les diagnostiquer, donc, il faut faire un bilan rénal et un bilan sanguin. C'est un problème de santé publique. La maladie rénale chronique est un problème de santé publique. Regardez, dans notre pays, l'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Heureusement pour nous, alhamdoulilah, la moyenne de survie en 2017 était de 76 ans. Pour la femme, les femmes vivent plus longtemps apparemment que les hommes, 77 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes. Et le nombre de patients avec maladie rénale chronique, malheureusement, ne fait qu'augmenter dans notre pays. Regardez l'évolution. En 1992, on avait 2000 patients en insuffisance rénale. 2006, 10 000 patients en insuffisance rénale. Les dernières statistiques qu'on a en 2022, 31 patients, 879 sont en hémodialyse et 1400 sont en dialyse péritonéale. Si on essaye de faire on essaye de voir par rapport à la population mondiale, donc le nombre des patients qui ont une maladie rénale chronique dans le monde, ils sont le 1/10, et la population algérienne, ils sont à 45 millions, donc aux environs de 4 millions de patients ou d'Algériens ont une maladie rénale chronique. Donc la sonnette d'alarme, elle est là. C'est une maladie qui coûte énormément cher pour l'État. Donc, l'hémodialyse, un patient en hémodialyse, il coûte 6 582 000 donc, par dinar par séance. Et un patient en dialyse péritonéale, il coûte 3 826 dinars par jour par patient. C'est une pathologie où le risque de décès et le pronostic vital est en jeu. On s'intéresse à cette maladie à cause de tous ces facteurs. Donc, que ce soit le facteur pronostic, le facteur coût. Et pour faire le diagnostic, il faut classer ces patients. Donc, on a 5 stades de la maladie rénale chronique. Le stade 1, le stade 2, 3, 4, 5. Arrivé au stade 5, c'est le stade final quand la clairance est inférieure à 15. Le stade 4, qui est l'insuffisance rénale chronique sévère, entre 15 et 23 et 29 millilitres minute. Le stade 3, c'est entre 59 et 30, qui est divisé stade A et B. Stade 2, entre 60 et 89. Et le stade 1, débutant, quand la clairance est supérieure à 90. Et c'est la maladie rénale chronique où la fonction rénale est correcte, mais le patient, il a une protéinurie, hématurie ou leucocyturie. Pourquoi on calcule la clairance de ces patients? Puisque la créatinémie en elle-même n'est pas un reflet de la fonction rénale. Prenez cet exemple. Donc, si on a une créatinémie à 12 mg par litre, est-ce que c'est une fonction rénale normale? Regardez ces trois. Ces trois patients, on a un homme âgé de 30 ans, une femme maigre âgée de 30 ans et un bébé de 9 mois. Les trois ont une créatinémie à 12 mg par litre. Mais le poids est différent, l'âge est différent, le poids est différent. En calculant la clairance, ce bonhomme, il a une clairance à 108. Donc, il a une fonction rénale normale. Cette femme, elle a une clairance à 57. Donc, c'est une femme en insuffisance rénale modérée. Ce bébé de 9 mois, il a une insuffisance rénale sévère. Donc, la créatinémie n'est pas un reflet de la fonction rénale. C'est vrai, on demande un bilan rénal pour nos patients, mais il faut passer à la deuxième étape de calculer la clairance. Une fois le patient arrive au stade terminal, on a plusieurs modalités à lui proposer, soit l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale. Les études qui ont été faites sur les patients avec maladie rénale chronique et Ramadan, c'est des études limites. Pourquoi? La majorité sont monocentriques avec petit nombre de patients. C'est des études de courte durée, c'est des études rétrospectives qui ne sont pas prospectives. Il n'y a pas d'essai interventionnel randomisé, contrôlé. C'est normal. On ne peut pas dire à un groupe de patients, vous allez jeûner, vous n'allez pas jeûner. Non, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se permettre. Les conditions de jeûne sont différentes d'un pays à un autre selon la durée du jeûne, les conditions température, il y a des pays chauds, il y a des pays moins chauds, et les habitudes alimentaires. Ces études sont limitées. Pourquoi? L'utilisation des formules différentes pour l'estimation de la fonction rénale entre CKD et MDRD,
Une population hétérogène, maladie rénale, hémodialysée, malade de dialyse péritonéale, des transplantés, sans oublier les comorbidités, diabète, HTA. Et peu d'études publiées sur la fréquence de pratique de Ramadan. Quelquefois, on dit oui, c'est safe de jeûner, mais est-ce que le fait de jeûner plusieurs années n'aura pas de répercussions sur ces patients? C'est une population hétérogène, donc c'est pour ça c'est difficile de comparer. Mais il y a toujours une solution. On va essayer de voir chaque catégorie à part. Si on va commencer par la maladie rénale chronique, stade 1, 2, 3, 4 et 5. Quelles sont les études qui ont été faites dans ce sens? Si on essaie de voir cette étude qui a été faite par Shafi Mali, qui a été publiée en 2021 et qui essaie de voir donc l'effet du jeûne sur les patients avec maladie rénale chronique, les différents stades. Regardez, le nombre des patients étudiés, il est petit, donc 23, 31, 19, 68 et 20. Si on essaie de voir cette étude qui est un peu consistante avec 117 patients, dont 69, c'est des hommes, on a remarqué que le nombre des patients qui ont eu une insuffisance rénale aiguë ou une HTA mal équilibrée au cours du jeûne était important, mais en parallèle, c'était des patients qui étaient sous Zaradou. Pardon, si on revient à ces études, la majorité disent qu'il n'y a pas de différence significative entre les patients qui ont une maladie rénale chronique qui jeûnent ou ceux qui ne jeûnent pas, à part cette étude. Cette étude, elle est intéressante. C'est une étude qui a essayé de comparer ou de voir un petit nombre de patients qui, dont l'âge est dépassé 60 ans. Donc, c'était des sujets âgés qui jeûnaient du mois d'avril. Donc, on a essayé de les surveiller du mois d'avril jusqu'au mois de juillet 2019. On a calculé leur clairance par la formule CKD-EPI. On a essayé de faire un bilan rénal une semaine avant le mois de Ramadan, 3 semaines après début de Ramadan et 2 semaines après fin du Ramadan. Et on a décidé ou on a défini une dégradation de la fonction rénale, elle est considérée significative si elle dépasse 20% de la fonction rénale de base. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Regardez, 1,4% de ces sujets ont eu une dégradation de la fonction rénale durant le mois de Ramadan et 9,1% ont eu une dégradation de la fonction rénale après le mois de Ramadan. Cette population, si on essaie de l'analyser, donc vous remarquez que le nombre, c'est 147 patients, ce n'est pas un nombre énorme, que ces patients, 32% c'était des hommes et 11% dépassaient 70 ans, que 25% étaient des diabétiques, 53% étaient des hypertendus et 50% prenaient une quantité importante de protéines au cours du mois de Ramadan qui dépassait 1 gramme jusqu'à 1,2 g par jour. Et vous connaissez que les patients qui ont une maladie rénale chronique doivent diminuer leur ration protéique inférieure à 1 gramme par jour, 1 gramme par kilo par jour. Et 18% de ces patients avaient une clairance inférieure à 60, donc ils étaient en insuffisance rénale. Une autre étude qui va essayer de voir les lithiases rénales. On dit en général que les patients qui ont lithiase rénale, est-ce qu'ils peuvent jeûner? Est-ce qu'ils peuvent ne pas jeûner? Tout simplement puisque le fait de jeûner, donc ils ne vont pas boire beaucoup d'eau, donc risque de déshydratation, risque de crise de colique néphritique. Est-ce que c'est vrai? Dans cette étude, c'est beaucoup plus une revue systématique faite par Abrahami qui a été publiée en 2021. On a essayé de voir donc la majorité des études qui ont été faites chez les patients qui ont des lithiases rénales. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pardon. Donc, on a trouvé que la moyenne de ces patients était de 37,9. Donc, la majorité était des sujets jeunes. Et le nombre des patients étudiés, c'était un nombre très important. Donc, 4517 patients. Pardon, j'essaie d'utiliser le curseur pour vous montrer. Oui, 4517 patients par rapport aux autres études où le nombre n'était pas important. Donc, dans cette étude rétrospective, donc, la moyenne d'âge était de 37,9, c'était des patients jeunes. En parallèle, on a remarqué que le nombre de crises de colique néphrétique a augmenté au cours
du mois de Ramadan à cause de la déshydratation et de l'hypovolémie. On a parlé des différents stades de la maladie rénale chronique, on a parlé des lithiases rénales, et si on parlait maintenant des patients hémodialysés. L'étude des patients hémodialysés avec Ramadan est un peu difficile, mais on va essayer de voir cette étude de Malek qui a été publiée en 2021. Donc, c'est une étude qui a essayé c'est un article qui a essayé de rassembler toutes les études faites sur les patients hémodialysés et remarquer que la majorité des études ont trouvé qu'il y a une augmentation du phosphore, c'est normal, vu le régime protéique important au cours du mois de Ramadan. Il y a une étude qui a trouvé une augmentation de l'albumine et le risque de thrombose qui est très élevé. Et il y a une étude qui a trouvé une augmentation du poids intradialytique ou interdialytique, qui veut dire entre les deux séances de dialyse, et une augmentation surtout du potassium. Donc, et je vous le dis que sur le plan pratique, la majorité des patients dialysés ou fréquemment au cours du mois de Ramadan, on a un nombre de décès élevé. Tout simplement, c'est des malades litchahel. Donc, litchahel, beaucoup plus les fruits qui sont très, très riches en potassium. Potassium ou protéines? Comment? Le problème, c'est le potassium ou les protéines? Donc, c'est le potassium. Donc, les fruits sont très riches en potassium. Donc, les patients hémodialysés, donc, ils se permettent au cours du mois de Ramadan, donc, ils font des hyperkaliémies et on a un nombre de décès plus ou moins élevé. Et quel est le fruit le plus adapté? Le plus adapté, c'est les pommes. Et les fruits qui sont très riches en potassium, c'est les bananes, c'est les fraises, c'est les dattes. Dites-moi, moi, je serais obligée de Oui, bouger pour une réunion. Il vient d'arriver. عندي شوفي لي le chat si tu peux le voir. très bien, pour voir. Discussion, روحي discussion. Sinon, quand on termine, je vais essayer de répondre sur les questions. Ah, vous pourrez après les mettre. Oui, Ah, d'accord, je suis on tranquille. fait ça? Moi, je vais bouger, mais je reviens, allez. Très En bien, cas sans de souci. problème, نضرب الله. Très bien, D'accord? sans souci, sans souci. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, on continue. On a parlé des différents stades de la maladie rénale chronique, des hémodialysés. Maintenant, on va parler des patients en dialyse péritonéale. Cette étude qui est très intéressante, qui a été faite à Riyad en 2009, où il y avait donc 14 hommes qui ont jeûné. Donc, pardon, donc il y avait une durée de jeûne de 14 heures. Il y avait 18 patients, 10 hommes et 8 femmes. Et il y avait 8 patients en dialyse péritonéale continue ambulatoire et 10 patients en dialyse péritonéale automatisée. Pardon, ça bloque. Très bien. En essayant de voir ces patients, donc, regardez les patients qui étaient en dialyse péritonéale continue ambulatoire et les patients qui font la dialyse péritonéale automatisée. Pour ceux qui ne savent pas la différence, la dialyse péritonéale continue ambulatoire, c'est des patients qui font 4 échanges par jour et la dialyse péritonéale automatisée, c'est des patients qui font des échanges avec une machine et beaucoup plus le soir. C'est des cycles courts, rapprochés et ça permet une certaine autonomie pour les patients. On a remarqué que c'est des patients qui font plus d'hypotension, qui font plus de surcharge pulmonaire, surtout de pleurésie, et qui ont une surcharge, donc prise de poids importante. Pour les greffés, le jeûne est permis après la première année. Donc, si on permet le jeûne pour un patient, donc il doit être stable. Un greffé la première année, le risque il est très important de rejet. Donc, on évite la première année. Après la première année, selon la stabilité de sa fonction rénale, on peut lui permettre le jeûne. Donc, regardons cette étude donc, qui a été publiée donc, en 2022 qui a essayé de revoir les différentes études, donc c'est une méta-analyse, et conclusion des différentes méta-analyses que c'est safe, donc les greffés peuvent jeûner après la première année de greffe. L'écriture, elle est trop petite, donc essayez de, quand vous avez un tableau, essayez de mettre le curseur et d'insister sur ce que vous voulez insister. Très bien, Parce qu'on ne voit rien l'écriture. très bien, D'accord? Ça, oui, très bien. On va parler maintenant des patients avec hypertension artérielle.
Cette étude qui est très importante, c'est une méta-analyse qui a essayé de voir 2778 abstracts chez les patients hypertendus qui ont une maladie rénale chronique. C'était une analyse en sous-groupe. Donc, ces patients, bizarrement, étaient bien équilibrés au cours du mois de Ramadan, que ce soit sur le plan pression systolique ou diastolique, mais peut-être que les malades font plus attention à leur traitement au cours de ce mois. Il y a beaucoup de manques dans les études qui ont été faites sur les maladies rénales chroniques. Tout simplement, puisque c'est des études qui ne sont pas rétrospectives, c'est des études qui n'ont pas beaucoup étudié donc l'hypercalémie, l'hospitalisation des patients, l'insuffisance rénale aiguë, la prise de poids, le déséquilibre électrolytique, qui n'a pas étudié quelques catégories de patients, par exemple les patients qui ont une polykystose rénale, et c'est des études qui sont petites et il faut les voir, il faut essayer de revoir ces études avec des sous-groupes de diabétiques et hypertendus. On va y aller à la partie peut-être la plus importante qui est pratique, c'est conduite à tenir. Que faire pour ces patients? Donc, c'est une approche personnalisée pour un patient avec maladie rénale chronique sous traitement. Il faut anticiper le mois du Ramadan, clarifier la situation médicale du patient, stratifier ses risques vis-à-vis du jeûne. Quelques éléments de négociation, on va négocier avec le patient, on va explorer l'importance du jeûne pour le patient et sa gestion préalable des jeûnes antérieurs. Donc, s'il a jeûné auparavant, donc on va voir est-ce qu'il était bien équilibré, est-ce qu'il y avait une détérioration de la fonction rénale. Il faut exprimer clairement le risque encouru durant le jeûne et après. Il faut reconnaître le conflit interne vécu par le patient, santé versus devoir religieux. Il faut discuter le devoir aussi de préserver la vie et la santé, hiérarchie des devoirs, et se référer à une autorité religieuse lui-même. Il faut mentionner les motifs d'exemption pour les malades, penser à une médiation religieuse, aumônerie, mosquée, les accompagner même s'ils jeûnent contre votre avis. Puisque je vous le dis, hein, si un malade décide de jeûner, même si on lui interdit, il va le faire. Il vaut mieux qu'il le fasse sous notre surveillance au lieu qu'il le fasse sans qu'on le sache, il va compliquer. Il faut de l'éducation thérapeutique centrée sur Ramadan, conseils diététiques et activité physique, modification du traitement si nécessaire, monitoring fréquent et négocier les indications à interrompre le jeûne. Quand est-ce qu'on doit interrompre le jeûne chez ces patients? S'il y a une insuffisance rénale aiguë, s'il y a par exemple fièvre, diarrhée, vomissement, toute cause qui peut causer une insuffisance rénale aiguë, toute condition d'hospitalisation, que ce soit pour un traumatisme ou un événement cardiovasculaire, même si on a une insuffisance rénale aiguë au cours du surveillance du bilan, mais cliniquement le malade n'a rien, il faut arrêter. Si le patient il est diabétique, si la glycémie dépasse 3 grammes ou une hypoglycémie inférieure à 0,7, il faut arrêter le jeûne, même si c'est asymptomatique. Et chez les patients qui font de la transplantation rénale ou qui sont greffés, s'ils oublient leur traitement immunosuppresseur au cours du suhour, il faut qu'ils arrêtent le jeûne. Le médecin doit donner un conseil aux patients par rapport au jeûne du Ramadan entre jeûne permis, jeûne déconseillé et jeûne interdit, selon la sévérité de la maladie et les conséquences du jeûne sur la santé du patient. Maladie stable, instable et aiguë. Toutes les études ont été faites sur des patients stables. Un patient qui est instable ou une insuffisance rénale aiguë, le jeûne est interdit. Donc, un patient qui a une insuffisance rénale aiguë, qu'on espère une récupération, le jeûne est interdit. Donc, les patients qui ont le droit de jeûner, c'est des patients stables. On va essayer de voir ce diagramme. Qu'est-ce qu'on va faire? Le patient, on va poser la question au patient, qui a une maladie rénale chronique, est-ce que vous voulez jeûner? Donc, s'il dit non, donc tant mieux, c'est réglé. S'il dit oui, qu'il veut jeûner, il faut stratifier le risque. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un risque très élevé ou un risque modéré ou un risque moyen? Après ça, on va classer nos patients. Quels sont les patients qui ont un risque très élevé? On va commencer par les plus graves. Les patients qui ont un risque très élevé, s'ils vont jeûner, et qui ne doivent pas jeûner en principe, c'est les sujets qui ont une clairance, donc qui ont un stade de maladie rénale chronique, stade 4 ou 5.
C'est les patients aussi hémodialysés, et c'est les patients de dialyse péritonéale. C'est les patients qui en sont au stade 3 et 5 de la maladie rénale chronique et qui sont instables ou qui ont une maladie cardiovasculaire associée. C'est aussi les patients qui sont sous tolvaptan, qui est un traitement de la polykystose rénale. C'est les patientes qui sont enceintes. Quels sont les patients, pardon, quels sont les patients qui ont un risque élevé? C'est des patients chez qui on va conseiller de ne pas jeûner, mais ils peuvent jeûner s'ils sont stables. C'est les patients qui sont au stade 1 et 3 de la maladie rénale chronique. C'est les patients qui ont un déséquilibre d'électrolytes, qui sont en déshydratation, ou c'est les patients qui sont sous anti-SGLT2, c'est des diabétiques ou des patients avec maladie rénale chronique qui sont sous ces traitements, ou ARA2, c'est des traitements, surtout les anti-SGLT2, qui sont des diurétiques qui vont donner une polyurie et le risque de déshydratation, il est très important. Donc, il ne faut jamais commencer un anti-SGLT2 au début de Ramadan ou juste après Ramadan. Et il ne faut pas l'arrêter si le patient le prend depuis des mois, mais il faut surveiller ces patients. Quels sont les patients qui ont un risque modéré? C'est les patients c'est le stade 1, 2, 3 de la maladie rénale chronique. Et c'est les patients qui ont des antécédents de lithiase rénale, mais qui sont stables. Donc, stade 4 et 5, le jeûne est à éviter. Stade 1 et 2, c'est permis. Stade 3, on leur conseille de ne pas jeûner, mais s'ils décident de jeûner, il faut qu'ils soient des patients stables et on va les accompagner. Donc, le risque, il est de plus en plus important selon le stade de la maladie rénale chronique. Donc, le risque, il est élevé au stade 4 et 5. Donc, maladie rénale chronique. Donc, on a dit faible risque, il peut jeûner. Donc, c'est les patients stade 1 et 2. Risque modéré, peut jeûner avec des précautions. C'est le stade 3. Le risque, il est élevé et le jeûne n'est pas recommandé, c'est le stade 4 et 5. Et les patients atteints de maladie rénale chronique stade 1, 2 et 3 et qui présentent un risque élevé de déshydratation, pardon, surtout en cas de prise de diurétique en saison chaude ou une fonction rénale qui n'est pas stabilisée ou des troubles hydroélectrolytiques. Les patients avec maladie rénale chronique, ils peuvent avoir en parallèle une hypertension artérielle, pour ne pas dire que la majorité ont une hypertension artérielle. S'ils ont cette HTA, donc l'HTA, si elle est contrôlée avec respect, donc des médicaments pris, c'est un patient peut jeûner et le risque, il est faible. Si l'HTA est contrôlée sous traitement en monothérapie ou double prise, donc il peut jeûner et le risque est faible. Le risque, il est modéré, il peut jeûner avec des précautions. Qui sont ces patients? C'est les patients qui ont une HTA non contrôlée en assurant une surveillance régulière de la pression artérielle. C'est les patients qui ont une HTA contrôlée sous diurétique en assurant une hydratation correcte. C'est vrai, c'est un patient qui est sous diurétique. On doit insister sur l'hydratation pour qu'il puisse jeûner. Et les patients qui ont une HTA contrôlée avec traitement en 3 prises. Un patient qui est sous HTA contrôlé avec traitement en 3 prises, c'est un peu difficile puisqu'il va prendre 2 repas. Donc, la troisième prise va être entre les deux, où on va préconiser un traitement à longue durée d'action. Le risque élevé, c'est des patients où le jeûne n'est pas recommandé en cas d'urgence hypertensive ou de poussée hypertensive. Pour les patients en dialyse péritonéale, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'idéal, c'est des patients qui ne doivent pas jeûner. Tout simplement, puisque le liquide de dialyse péritonéale est très riche en glucose. Et s'il est riche en glucose, il y aura une absorption importante. C'est comme si le patient est en train de prendre du glucose. Donc, et le risque, il est très important par rapport aux complications. Donc, qu'est-ce qu'on préconise pour ces patients? Donc, si ils insistent pour jeûner, on doit les accompagner. Qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont une diurèse résiduelle importante, une fonction rénale résiduelle importante, on peut arrêter momentanément l'ADP et il peut jeûner le patient. Si le patient n'a pas de diurèse résiduelle ou de fonction rénale résiduelle, qu'est-ce qu'on propose? S'il fait la dialyse péritonéale continue ambulatoire avec 4 échanges, on va essayer de changer
il fait rien la journée, il fait ses échanges le soir. Le quatrième échange, il va faire l'écodextrine, il va le laisser toute la journée, puisque l'écodextrine n'est pas riche en glucose. S'il fait la dialyse péritoniale automatisée, donc il peut jeûner toute la journée et il fait ses échanges le soir avec la machine et le dernier échange toujours avec l'écodextrine. Pour les patients hypertendus qui ont une maladie rénale chronique avec une hypertension artérielle, quelles sont les recommandations qu'on va proposer aux patients? Donc, une prise en charge médicale individualisée pour chaque patient est recommandée. Le patient hypertendu doit consulter avant le mois de Ramadan afin d'être examiné et d'ajuster les prises médicamenteuses. Une éducation thérapeutique doit être mise en place pour assurer l'observance thérapeutique et le respect des règles hygiéno-diététiques. Les diurétiques doivent être évités surtout lors du jeûne en période estivale, quand il fait très chaud, et une monothérapie à libération prolongée est recommandée. Le patient doit être conscient des différents effets secondaires que peut lui provoquer le jeûne et être en contact permanent avec son médecin traitant. Les symptômes seront essentiellement neurologiques et associant des convulsions, des maux de tête très violents, des vomissements. À l'état extrême, une perte de connaissance ou un coma peut survenir. De même qu'une hémorragie massive dans le cerveau qui est alors responsable d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. Ces symptômes ne sont pas obligatoirement en relation causale avec l'hypertension artérielle. Le patient doit signaler ces signes à son médecin traitant qui lui seul doit trancher. Les patients dont l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée ne peuvent réaliser le jeûne du mois Ramadan avant l'équilibration de leur pression artérielle. Les patients qui présentent une urgence hypertensive doivent être traités d'urgence par des médicaments par voie intraveineuse et rompre le jeûne. On a parlé d'hypertension artérielle associée à la maladie rénale chronique. Et qu'en est-il pour les diabétiques? Donc, les diabétiques qui ont une maladie rénale chronique, maladie rénale diabétique. Le risque, il est faible, ils peuvent jeûner. C'est beaucoup plus les patients ayant un diabète de type 2 bien contrôlé, hémoglobine glyquée inférieure à 8%, non compliqué et traité par mesures hygiéno-diététiques, par exemple la metformine, et ou les incrétines inhibiteurs de DPP4 et analogues de GLP. Le risque, il est modéré et peut jeûner avec des précautions. C'est les patients ayant un diabète de type 2 non compliqué avec un taux d'hémoglobine entre 8 et 10 et traités par insulino-sécrétagogue, sulfamide, glinide, de cours d'action ou des inhibiteurs de SGLT2. Ou les patients ayant un diabète de type 2 traités par insuline basale. Le risque, il est élevé et le jeûne n'est pas recommandé. C'est les patients avec mauvais contrôle glycémique, une hémoglobine glyquée supérieure à 10%, ayant eu une hypoglycémie sévère ou une acidocétose ou un coma hyperosmolaire dans les 3 mois précédant le ramadan. Et les patients ayant un diabète de type 2 traités par un schéma d'insulinothérapie basale bolus. En général, on va dire que les patients qui ont une maladie rénale active n'ont pas le droit de jeûner. C'est le rouge. Les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire, une clairance inférieure à 15, c'est le stade 5, n'ont pas le droit de jeûner. Ceux qui ont une clairance entre 15 et 60, on leur conseille de ne pas jeûner. Mais s'ils veulent jeûner, ils doivent donc prendre certaines précautions et être suivis. Pour ceux qui ont une clairance supérieure à 60, ce qui veut dire qu'ils ont une maladie rénale chronique, mais fonction rénale correcte, puisque la clairance dépasse 60 millilitres minute, ils peuvent jeûner. Ceux qui ont une néphropathie diabétique, c'est une atteinte rénale, ils ne doivent pas jeûner. Les dialysés, on leur conseille de ne pas jeûner, que ce soit hémodialyse ou dialyse péritonéale, mais s'ils insistent, on essaie de préparer les conditions, qui veut dire un hémodialysé, on préfère qu'il jeûne le jour de non-dialyse, en essayant d'équilibrer sa tension artérielle, en essayant d'équilibrer son poids sec. Un patient en dialyse péritonéale, on va essayer de faire les échanges le soir. Un malade qui est greffé, qui est stable, il peut jeûner après la première année. HTA contrôlé sous monoprise, il peut jeûner. Lithiase récidivante, il vaut mieux éviter le jeûne. Pardon. Si on parle un peu des médicaments, il faut prévoir un rendez-vous environ un mois avant le début du jeûne, évaluation pré-ramadan, modifier l'horaire des médicaments, favoriser la prise quotidienne unique, forme retard ou longue demi-vie,
Attention aux médicaments avec marge thérapeutique très étroite. Par exemple, les patients qui sont stables, qui ont une fonction rénale normale, par exemple, qui ont un syndrome néphrotique et qui sont sous corticothérapie immunosuppresseur. Les immunosuppresseurs, d'habitude, on les prend soit une fois la matinée, soit deux fois, par exemple, comme l'MMF, par exemple. Donc, il faut faire très attention. Si la durée du jeûne dépasse 12 heures de temps, il faut interdire donc, le jeûne chez ces patients. Les diurétiques, les antihypertenseurs, médicaments à élimination rénale, le risque de déshydratation augmente, les corticoïdes, les immunosuppresseurs. Occasion de parler du sévrage du tabac et faire du sur-mesure selon chaque patient. Donc, on insiste, il faut une prise quotidienne unique. Il faut conseiller les formes retard ou de longue demi-vie pour les médicaments. Il faut être particulièrement attentif aux médicaments avec une marge thérapeutique étroite, comme les immunosuppresseurs, réévaluer les diurétiques, les antihypertenseurs, les médicaments à élimination rénale, risque de déshydratation. Pour les patients qui sont sous ARA2, les inhibiteurs de l'angiotensine, surtout les hypertendus avec insuffisance cardiaque associée à une maladie rénale chronique, le jeûne peut aggraver leur état avec une hypotension associée. Donc, c'est des patients qu'il faut bien les hydrater. Il faut leur conseiller de prendre ces médicaments après l'iftar et non à l'heure du suhoor. Et s'il y a une hypotension ou une hypovolémie, il faut arrêter le traitement et arrêter le jeûne et réévaluer la tension artérielle. Pour les anti-SGLT2, puisque de plus en plus on les prescrit chez les diabétiques et chez les patients avec maladie rénale chronique pour prévenir et retarder le stade terminal de l'insuffisance rénale, on ne modifie pas la dose, mais on n'introduit pas une introduction récente de ce médicament, non. Il faut, si on prévoit de traiter ces patients avec les anti-SGLT2, il vaut mieux le laisser après Ramadan. Si le patient est déjà sous traitement, donc il faut juste insister à une bonne hydratation entre le phtor et le suhoor. Pour la nutrition, il faut donner des conseils nutritionnels. L'idéal, c'est d'avoir une diététicienne. Importance du repas équilibré, des apports en liquide selon le stade de la maladie rénale chronique, hydrates de carbone complexes à favoriser, éviter les fritures, les boissons sucrées, pâtisseries, assurer un apport en fibres suffisant. Une attention particulière doit être portée au risque d'hypercalémie, j'insiste. Donc, les fruits, ils sont très, très riches en potassium et le risque d'hypercalémie et de décès de ces patients avec maladie rénale chronique, surtout stade terminal inférieur à 15 de clairance ou les patients hémodialysés ou de dialyse péritonéale est très élevé au cours du mois de Ramadan. Ne pas sauter le repas de l'aube ou au moins s'hydrater avant l'aube selon la fonction rénale. Limiter la consommation de viande rouge et d'aliments gras, source de graisses saturées et privilégier les viandes maigres, les volailles, les produits laitiers faibles en gras, les demi-écrémés et les huiles végétales, en particulier l'huile d'olive. Limiter la consommation des fritures, briques, zlebia et qui s'ensuit. Consommer 1 à 2 portions de poisson gras par semaine, c'est pas évident, c'est très cher. Si on arrive une fois par semaine, une fois par quinzaine, source de graisse polyinsaturée, pardon, notamment d'acides gras oméga 3, réduire l'apport sodé surtout en limitant la consommation des olives, des capres, des cornichons et des anchois et en évitant d'utiliser la salière. Puisqu'un apport qui est riche en sel va stimuler le patient à boire plus d'eau. Et s'il boit plus d'eau, s'il est au stade terminal ou c'est un patient hémodialysé, le risque, c'est l'œdème aigu du poumon, l'OAP. L'activité physique, maintenir une activité physique modérée, habituelle, pas d'activité physique intense diurne. Si activité physique intense requise, cause d'exemption, il faut faire la rupture du jeûne. La récitation de l'ensemble des prières tarawih après l'iftar est considérée comme faisant partie intégrante du programme d'activité physique quotidienne. On va terminer par les guidelines et c'est un travail très intéressant qui a été fait par M. Hassan de Dubaï et c'est un travail qui a commencé en 2017. Il y a le groupe DAR qui veut dire Diabète and Ramadan. C'est un ensemble de médecins qui ont décidé de prendre en considération ou de prendre en charge ou d'étudier ces patients qui jeûnent. C'était beaucoup plus pour les diabétiques
Et c'est à travers ça, c'est grâce à eux qu'ils ont fait donc, cette stratification de risque entre risque élevé, risque modéré et risque moyen chez les diabétiques. Et si on essaie, ils ont établi aussi un score. Regardez ce score. Donc, un patient diabétique, donc s'il a une clairance inférieure à 30, il a déjà un score à 6,5. S'il a une clairance supérieure à 60, qui veut dire normal, il a un score à 0. Entre 60 et 45, score à 2. Entre 30 et 45, score à 4. En essayant de calculer le score, on connaît notre patient diabétique. Est-ce qu'il a un risque modéré, un risque élevé ou un risque moyen? Donc, si le score est supérieur à 6, le risque est très élevé chez le diabétique et la conduite découle selon le risque. Donc, s'il est entre 0,3, le risque, il est modéré et le patient peut jeûner. Au contraire, il doit jeûner, c'est obligatoire. Si le risque est supérieur à 6, on contre-indique le jeûne chez ces patients et le risque, il est très élevé. Si le risque, il est modéré entre le score entre 3,5 et 6, c'est des patients où on conseille de ne pas jeûner, mais s'ils décident de jeûner, on doit les accompagner et monitorer leur bilan. C'est à travers ce groupe de travail qu'ils ont découvert que chez les patients diabétiques, il y avait une atteinte rénale importante. Une atteinte rénale importante chez les patients qui dépassent 65 ans, elle était de 17%, et chez les patients qui sont dont l'âge est inférieur à 65 ans, elle était presque à 8%. Et de ce groupe, un nouveau groupe qui est le groupe RAC. Le groupe RAC, c'est Ramadan and Kidney Disease. Donc, Ramadan et maladie rénale. C'est une initiative pour étudier les patients qui ont une maladie rénale et qui veulent jeûner. Donc, ce RAC, dans ce groupe de RAC, il y a deux membres du DAR, du Diabète and Diabète and Ramadan. Ce RAC, donc c'est une publication très récente en 2024. Donc, on a divisé les patients selon s'ils sont diabétiques ou non. Donc, s'ils sont diabétiques, on va essayer de voir le risque du diabète et de calculer le score. S'ils ne sont pas diabétiques, donc on va essayer de voir leur clairance. Donc, clairance supérieure à 60, le risque est minime. Clairance inférieure à 30, le risque, il est important. Donc, insuffisance rénale aiguë, risque important. Clairance inférieure à 30, risque important. Les patients dialysés en général, les patients greffés dont la greffe est inférieure à une année. Donc, tous ces patients ont un risque très élevé. Risque modéré, c'est les patients qui ont une clairance entre 60 et 30, qui ont une protéinurie supérieure à 1 gramme, un greffé donc, qui a dépassé une année de greffe et ceux qui ont des lithiases rénales. Donc, selon cette stratification du risque faite par le RAC, on décide est-ce que le malade doit jeûner ou non. Pour ceux qui ont un risque modéré, ils peuvent jeûner. Pour ceux qui ont un risque élevé, le jeûne est contre-indiqué et néfaste pour leur santé. Et ceux qui ont un risque modéré, on peut leur conseiller de ne pas jeûner, mais s'ils décident de jeûner, on doit les accompagner. On doit monitorer, donc on doit proposer un régime, on doit les accompagner, on doit réajuster leur traitement médical. Jeûner ou ne pas jeûner, contre-indication selon le terrain, l'âge, les comorbidités, selon le stade et le retentissement, selon la cause et selon le traitement. On termine par ce versant coranique. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Avec mes malades, j'assiste نقرأ لهم هذه الآيات ونقول لهم ربي سبحانه يحب لنا اليسر. Et si le médecin décide s'il y a un risque, il vaut mieux éviter. Surtout le stade 3, 4 et 5. C'est des malades qu'on essaie de stabiliser, donc, et on ne veut pas qu'ils atterrissent en dialyse. Et je vous remercie. On va essayer de voir les questions. Et si vous avez des questions à poser,
On va essayer de voir. Si vous avez des questions, je suis à votre service. Ceux qui veulent la présentation, ça ne me dérange pas de vous l'envoyer. Donc, je ne sais pas si on peut le faire. Donc, vous avez mon adresse email. Donc, si je reçois un email de votre part, je peux vous envoyer la présentation sans souci, hein. Je ne sais pas ce que vous avez des patients avec maladie rénale chronique, des hémodialysés, des patients en dialyse péritonéale, et qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? C'est un peu difficile, c'est des malades très lourds, et la vérité, il y a beaucoup de malades qui jeûnent sans même prendre l'avis de leur médecin. Et le risque, il est très important. Je ne vous dis pas, hein. On reçoit des patients qui avaient une fonction rénale stable. Après le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui atterrissent en dialyse. Qui atterrissent en dialyse, surtout les sujets âgés, surtout les patients diabétiques et surtout ceux qui n'ont pas pris un conseil pour jeûner. Et c'est plus fréquent, beaucoup plus quand il y a des grandes chaleurs, hein, puisque le risque de déshydratation, il est plus important. Il n'y a pas de question? On va essayer de voir le chat. Très bien. Merci. De rien, c'est avec plaisir. Très bien. Je vais essayer de noter. Donc, Aïcha Guedine. Aïcha Guedine, je vais noter votre adresse email. Nadia.